Si le concept de serial killer a été inventé dans les années 70, les tueurs en série existent depuis la nuit des temps. Il n'est pas nécessaire de remonter aux origines de l'homme pour trouver des histoires de crimes palpitantes. Cependant, nous allons faire un grand bond dans l'histoire. L'affaire qui nous intéresse aujourd'hui prend place en Sicile au XVIIe siècle. Quelques années avant la grande peste noire qui a ravagé toute l'Italie, une étrange maladie fait son apparition. Un mal impossible à identifier, qui touche particulièrement les hommes. Entre 1633 et 1651, plus de 600 hommes meurent dans d'atroces souffrances. La population crie à la sorcellerie, encouragée par l'Église de l'époque. Bien que la Renaissance italienne ait marqué une rupture nette avec le Moyen Âge, les ruelles obscures sont encore envahies de sorcières en tout genre, d'apothicaires véreux ou autres diseuses de bonne aventure. Les témoignages permettent de mieux comprendre les circonstances de ces morts étranges. Derrière cette hécatombe, il n'y a point de malédiction occulte, simplement une femme qui avait la volonté de libérer ses semblables de leurs conjoints malveillants. Son nom, Giulia Tofana. Son arme, l'Aqua Tofana. Un poison devenu légende. Incolore, inodore, indétectable au goût, dissimulé dans une fiole de produits cosmétiques. Ce poison à base d'arsenic et de plomb a provoqué une vague de paranoïa jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Il existe de nombreuses légendes autour de Giulia et de son eau meurtrière. Les historiens ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les véritables origines de l'empoisonneuse, ni sur sa mort. Celle qui aida les femmes à terrasser leur mari violent aurait été exécutée par pendaison en 1659, morte sous la torture en 1719, ou encore décédée naturellement de vieillesse après s'être réfugiée dans un couvent. À l'âge de 130 ans tout de même. Si nous ne connaissons pas réellement les circonstances de sa mort, nous en savons cependant beaucoup sur le contexte de l'époque et sur les raisons qui l'auraient poussé à agir. L'histoire de Giulia Tofana ne commence pas très bien. Alors qu'elle n'a que 13 ans, elle assiste à l'exécution de Tofania d'Adamo, sa mère. Tofania est une célèbre apothicaire vivant à Palerme, en Sicile. Très jeune, elle est mariée de force à un certain Francesco. On en sait peu sur l'identité de l'homme. Ce qui est sûr, c'est qu'à cette époque, les jeunes Italiennes ne restent pas vierges très longtemps. Il est très courant que dès qu'elles atteignent la puberté, les pères les proposent à de riches hommes, souvent plus âgés qu'elles. Les Italiennes de la Renaissance sont avant tout une manne financière très intéressante. Il n'est pas rare d'assister à des contrats de mariage entre des familles de marchands pour assurer la pérennité de leurs affaires. Tofania d'Adamo n'a pas choisi son avenir. En revanche, elle a choisi le moyen d'en modifier le cours. Véritable connaisseuse des plantes médicinales, mais aussi des poisons très courants de l'époque, comme l'arsenic, elle trouve un moyen d'en dissimuler l'aspect pour verser le liquide dans le repas de son mari. Francesco meurt dans d'atroces souffrances. Le poison qu'elle a mis au point n'est pas encore très bien maîtrisé, et les circonstances de sa mort intriguent l'opinion populaire. Tofania est accusée de sorcellerie. C'est une jeune veuve, à la beauté enivrante, beauté qu'elle a transmise à sa fille, Giulia. Cette dernière assiste donc impuissante à la condamnation et à la pendaison sur la place publique de sa mère. Cet événement, particulièrement bouleversant, reste gravé dans sa mémoire. Les années passent, et le traumatisme se transforme petit à petit en désir de vengeance. Lorsqu'elle se marie, elle ne sait pas encore de quelle manière elle pourra mettre son plan à exécution. Quoi qu'il en soit, elle se donne pour mission d'aider les femmes à se libérer du joug de leurs époux. La Renaissance italienne est une période sombre pour elle. Le temps de la chasse aux sorcières n'est pas si loin. Les femmes sont particulièrement maltraitées. Le mariage forcé à l'adolescence n'est qu'une infime partie du mauvais sort qui leur est réservé. Pour bien le comprendre, nous allons nous glisser dans la peau d'une Italienne du XVIIe siècle, Girolama Spara. C'est un personnage important dans cette affaire, puisqu'elle est jugée comme l'une des complices principales de Giulia Tofana. On ne saura jamais quel lien unissait les deux femmes. Certains disent qu'il s'agissait de la fille de Giulia, d'autres de sa sœur,
ou d'une amie rencontrée à Naples après la mort de son mari. Girolama Spara est mariée depuis l'âge de 13 ans à un homme de 10 ans de plus qu'elle. Elle ne l'apprécie pas particulièrement. D'abord, c'est un homme sans aucune tendresse, et le mot viol est le plus approprié pour qualifier les relations sexuelles qu'il lui inflige. Girolama n'a pas le droit de se plaindre, sous peine de se faire violemment corriger. Lorsqu'elle sort faire des courses, il lui arrive parfois de croiser quelques amies et de constater que certaines ont des hématomes. Elle aussi en a, mais personne n'en parle. À cette époque, les femmes battues sont très largement ignorées. Girolama n'a par ailleurs pas le droit d'être vue par d'autres hommes en compagnie de ses amis. Les rassemblements de femmes sont proscrits. Cela afin d'éviter que les esprits ne s'échauffent. Chaque nuit, elle fait ce même rêve. Celui de pouvoir quitter son mari, de gagner son indépendance. Mais dans cette société patriarcale, c'est le père qui prend toutes les décisions. Et puisque son père a décidé à sa place quel homme elle doit ou ne doit pas aimer, elle ne peut pas contredire sa décision. Girolama n'a aucun pouvoir, ni politique, ni financier. Elle est malheureuse et subit toute forme d'affront. Son mari, comme la plupart des hommes de cette époque, est infidèle. Il a une maîtresse qu'il semble traiter beaucoup mieux qu'elle. Il badine d'une femme à l'autre au gré de ses envies. Après tout, sous la Renaissance, les Italiennes ne sont pour la plupart que des objets sexuels bons à tenir le foyer et assurer la descendance, même lorsqu'elles ne veulent pas d'enfants. Plus les années passent, plus Girolama est frustrée. Maintenant, lorsqu'elle voit ses amis, c'est pour fantasmer sur des projets de meurtre. Toutes ces femmes partagent un même désir, tuer leur mari. Mais comment faire? La moindre faute est sévèrement punie. Il faudrait trouver un moyen de les faire mourir sans éveiller les soupçons. C'est là que la célèbre empoisonneuse entre en scène. Durant l'été 1633, l'administration romaine enregistre une toute nouvelle citoyenne, Giulia Tofana. Elle obtient un statut de commerçante qui lui permet d'ouvrir une prestigieuse boutique de cosmétiques dont la réputation ne fait que croître. Et pour cause. Les Romaines de l'époque s'arrachent ces produits qui auraient des propriétés miraculeuses. Tofana est veuve. Il y a quelques années encore, elle vivait à Naples avec son mari, où elle étudiait la médecine et la botanique. Elle fréquentait les apothicaires les plus renommés de la ville, ce qui lui a permis d'acquérir de grandes connaissances dans la fabrication de baumes et autres potions de soins. Dans la capitale, Giulia ne passe pas inaperçue. Elle attire toute l'attention des femmes grâce à sa grande intelligence et son incroyable beauté. Giulia profite également de son statut de veuve. À cette époque, les femmes qui avaient perdu leur mari étaient respectées de tous, et elles bénéficiaient de la fortune de leur mari défunt pour finir paisiblement leur vie. C'était un statut très enviable. En cette fin d'année 1633, il semble que les vœux de bon nombre de femmes soient exaucés. Rome compte de plus en plus de veuves parmi ses citoyens. Les enterrements s'enchaînent. Les médecins sont surchargés de travail car une étrange maladie semble se répandre dans les foyers pour ne toucher que les hommes. La gente masculine s'affole. Les circonstances des décès commencent à se faire connaître et il y a de quoi devenir fou. Du jour au lendemain, on peut tomber subitement malade. Cela commence par un simple mal de tête, puis on se sent fatigué. Plus les jours passent, plus la fatigue prend possession de tout le corps, jusqu'à en paralyser certains membres. Le pire, ce sont les violentes quintes de toux qui s'ensuivent. On a l'impression que la poitrine est prise dans un étau. Au bout de quelques jours, on souffre littéralement le martyre. Les maux s'intensifient, la folie s'empare de notre esprit. Et puis on lâche prise, brutalement. C'est par ces mots que l'on pourrait décrire ce qui se passe dans les foyers italiens de l'époque. Il ne se passe pas une semaine sans qu'un nouveau cas ne soit identifié. Pendant 18 années, jusqu'en 1651, plus de 600 hommes meurent dans les mêmes circonstances. Dans les églises, on parle de malédiction, d'actes de sorcellerie. Les femmes sont les premières accusées de ce vaste complot contre les hommes. Certaines sont arrêtées et jetées en prison sans autre forme de procès. Les maris se retournent contre leurs épouses à la moindre suspicion. Pendant ce temps, Giulia continue à vendre sa gamme de cosmétiques sans être inquiétée.
jusqu'au jour où l'une de ses clientes commet une erreur fatale. Aldo Brandini de Chieri a 13 ans le jour où elle épouse le comte de Chieri, qui a 30 ans de plus qu'elle. Autant dire que la relation conjugale est extrêmement compliquée. Durant 7 ans, elle se soumet à la bonne volonté de son mari jusqu'à ne plus le supporter. À l'âge de 20 ans, elle n'a plus qu'une seule pensée, se suicider. C'est la découverte de l'amour qui la sauvera de justesse. Son bon prince s'appelle Francesco Maria Santinelli. Il est beaucoup moins âgé que le comte de Chieri, et surtout plus séduisant. Il la charme grâce à sa poésie. Aldo Brandini met ses funestes plans de côté pour se rapprocher de Francesco. Malheureusement, le comte de Chieri n'est jamais très loin. Cette idylle est vouée à l'échec, tant que le comte sera là. Elle aussi a entendu parler de ces femmes qui perdent brutalement leur mari. Une voyante qu'elle a l'habitude de fréquenter lui conseille de se rapprocher de Giulia Tofana. C'est dans son magasin de cosmétiques qu'elle se procurera le remède miracle à sa condition, l'Aqua Tofana. C'est un liquide translucide, contenu dans un élégant flacon à l'effigie de Saint Nicolas de Bari. Ce flacon est étiqueté « Manne de Saint-Nicolas », en référence au mystérieux liquide qui se serait écoulé de la tombe du saint après sa mort au IXe siècle. Depuis, cette fameuse manne est vendue comme relique, et des extraits mélangés à de différentes herbes ont permis de créer un produit cosmétique révolutionnaire bon pour la peau. Quand il est question de l'apparence physique de leurs femmes, les maris dépensent sans compter. Ironie du sort, c'est avec l'argent des hommes que les épouses tuent leurs époux. Aldo Brandini rentre avec le flacon, ainsi qu'une petite note où est indiquée la posologie à suivre. Mais la comtesse, voulant se débarrasser au plus vite de son mari, verse tout le contenu du flacon dans sa nourriture. Elle ne se doute pas un seul instant que le comte de Chieri survivra assez longtemps pour exiger son arrestation. Pendant 3 jours, le comte est pris de violentes diarrhées et souffre d'une importante fièvre. Il finit par mourir de déshydratation. Les circonstances de sa mort laissent penser à un empoisonnement. On oblige la comtesse à regarder l'état du cadavre de son mari pour lui provoquer un choc et obtenir ses aveux. Aldo Brandini craque et avoue tout. Giulia Tofana, une empoisonneuse italienne professionnelle. À Rome, la nouvelle se répand rapidement. Giulia Tofana est la principale responsable de toutes ces morts. Les alliés de l'empoisonneuse organisent sa fuite. Elle trouve refuge dans une église grâce à l'aide précieuse d'un redoutable complice, le père Girolamo. C'est un prêtre romain aux idées révolutionnaires pour l'époque. Il avait pour ambition d'apporter sa pierre à l'édifice qui renverserait l'ordre établi. Girolamo s'est toujours rangé du côté des femmes opprimées. C'est grâce à son frère apothicaire qu'il a pu fournir à Giulia l'ingrédient principal de sa recette, l'arsenic. Sous la protection de l'Église, Tofana peut souffler pendant quelque temps. Cependant, sa présence n'est pas acceptée par la majorité des religieux. La personnalité de Giulia n'est pas en adéquation avec les préceptes de l'Église conservatrice de cette période. Les prêtres cherchent un moyen de la jeter hors de l'Église et ainsi de la livrer aux autorités. Le complot contre Tofana prend la forme d'une rumeur. L'empoisonneuse se serait attaquée à l'eau bénite. Une accusation lourde de conséquences, puisque les soldats sont autorisés à pénétrer dans le saint édifice pour procéder à l'arrestation de Tofana. Le procès se tient à Rome en 1659. Il permet de mettre la lumière sur toute cette affaire. Durant toutes ces années, les agissements de Giulia se déroulaient en sous-sol. Même ses clientes n'avaient pas conscience d'avoir affaire à une véritable bande organisée. Le nom des complices finit par tomber. Giulia était à la tête d'un véritable réseau composé de 3 femmes. Il y a d'abord Francesca Lasarda. Originaire de Palerme, elle est intimement liée à la vie personnelle de Giulia, puisqu'elle a été l'ancienne collègue de Tofania, sa mère. La recette de l'Aqua Tofana lui aurait été ainsi transmise, puisque sa mère en aurait fait usage par le passé. Giovanna de Grandis a également joué un grand rôle dans cette affaire. Elle était chargée de mettre en relation les femmes issues des classes inférieures avec Giulia. Au début,
La collection de cosmétiques de Giulia était principalement réservée aux femmes ayant été mariées de force avec de riches hommes. D'ailleurs, les premiers hommes à avoir été touchés par l'étrange maladie étaient tous riches. Puis le poison s'est répandu dans les familles les moins aisées. Giulia Tofana avait pour but de libérer toutes les femmes, sans distinction sociale. Selon l'urgence de certaines situations, il lui arrivait de fournir le poison gratuitement à celles qui ne pouvaient pas se le payer. De Grandis était en quelque sorte une confidente, qui récoltait les témoignages et proposait l'aide gratuite de Giulia. Enfin, il y avait aussi Girolama Spara. Vous vous souvenez? De nos jours, on pourrait qualifier son rôle de vendeuse à domicile. Spara est une bourgeoise qui connaît beaucoup de monde. Elle sait à quel point les femmes de la classe aisée sont maltraitées. Elle a aidé bon nombre d'entre elles à soutirer de l'argent de leur mari pour se procurer ce poison. Spara, la Sarda et De Grandis ne sont cependant pas les seules personnes à avoir travaillé sur ce projet machiavélique. On saura bien plus tard que Giulia avait fait appel à un grand nombre d'apothicaires, de botanistes et probablement à quelques sorcières très influentes dans la région de Naples et de Rome. On parle d'un groupe criminel composé de 200 personnes. Toutes n'étaient probablement pas au courant du véritable programme de l'empoisonneuse. Toutefois, elles n'hésitaient pas à fournir de précieux ingrédients qui ont permis de parfaire cette recette unique. La cour de Rome exige d'ailleurs d'en connaître les secrets. Giulia Tofana refuse de transmettre tout le savoir qu'elle a mis tant d'années à accumuler. En se basant sur les effets indésirables du produit, les experts parviennent à en imaginer la composition. Il y a de l'arsenic, bien sûr, fourni par le frère du père Girolamo. Mais elle pourrait également contenir un mélange de belladone et de plomb. La belladone est une plante très toxique, et surtout très réputée chez les apothicaires, qui l'utilisaient en qualité de plante médicinale. Les spécialistes en cosmétique en vendaient sous forme de gouttes que les Italiennes appliquaient sous les paupières pour donner plus de splendeur à leurs yeux. « 600 cadavres en 18 ans d'activité. Ce réseau d'empoisonneuses aurait-il pu être démantelé plus rapidement? L'Italie du XVIIe siècle, comme d'autres pays en Europe, est investie par de nombreux réseaux souterrains. Divers écrits révèlent en effet l'existence de différentes organisations d'assassins, de voleurs, voire de faiseurs d'anges. À la nuit tombée, les rues romaines ne sont pas aussi tranquilles qu'il n'y paraît. Au vu du nombre d'organisations criminelles qui existent à cette époque, on peut en déduire que le système judiciaire n'était pas encore très bien développé. N'en déplaise au christianisme très influent, la prolifération des apothicaires et des médecines parallèles, liées aux croyances dans les forces occultes, ont permis à Giulia Tofana de faire commerce pendant longtemps. Alors comment rester aussi discret? Tofana était le dernier maillon d'une chaîne composée de voyantes, d'alchimistes ou de prêtres aux méthodes peu orthodoxes. Les femmes qui ressentaient le besoin de consulter ces personnes étaient malheureuses. Elles cherchaient une véritable solution à leurs problèmes, et Tofana était la solution ultime. Voilà comment ce réseau était conçu. Grâce au bouche à oreille. L'aqua Tofana, dissimulée dans le flacon de la manne de Saint-Nicolas de Bari, s'échange facilement sous le manteau. Après avoir été arrêtée par les soldats, Giulia, qui a déjà 70 ans lorsqu'elle subit le supplice de l'écartèlement, avoue ses crimes très rapidement. Elle donne aussi le nom de ses complices. Lorsqu'elle se fait arrêter, Spara est en possession de l'aqua Tofana, une preuve précieuse qui permettra par la suite l'exécution de toutes les criminelles. Elles sont pendues en juillet de l'année 1651. Mais Giulia Tofana est-elle vraiment morte cette même année? C'est sur ce dernier point que l'on retrouve le plus grand nombre de versions. Des témoignages datant du début du XVIIIe siècle évoquent la présence de Giulia Tofana. Cela voudrait dire qu'elle aurait vécu au-delà de 130 ans, un âge impossible pour tout être humain normalement constitué. Mais pour une sorcière, la clé de l'énigme réside surtout dans la popularité de l'aqua Tofana. Sans le savoir, Giulia a créé une véritable marque déposée qui traverse les siècles. Il est fait mention du produit dans de nombreux livres historiques,
jusqu'à ce que les écrivains s'en emparent et le fassent vivre à travers leurs propres histoires. Alexandre Dumas l'évoque dans le célèbre Conte de Monte Cristo. Dans son récit, il parle de l'existence de l'Aqua Tofana à Palerme, sa ville de naissance. Est-ce possible? Quelques années plus tôt, en 1791, à Vienne, Wolfgang Amadeus Mozart le cite sur son lit de mort. Alors qu'il est en train d'écrire sa toute dernière composition, le célèbre Requiem, il dit avoir été empoisonné par l'Aqua Tofana. Pour lui, il n'y a pas de doute. Il est faible, il perd l'esprit. Les circonstances de sa mort demeurent encore aujourd'hui un mystère. D'ailleurs, l'une des hypothèses émises est l'empoisonnement au mercure par son rival Salieri. L'Aqua Tofana ne contient-elle pas aussi du mercure? Si Giulia Tofana et son eau sont aujourd'hui aussi célèbres, c'est parce qu'elle a été le précurseur d'un certain modèle de vengeance. La mise à mort par empoisonnement est très privilégiée dans les crimes parfaits des siècles passés. Le poison est facilement dissimulable dans la nourriture. Il trompe les experts médico-légaux de l'époque. Par ailleurs, l'image de la veuve noire s'est forgée autour de ce monde d'exécution. Il n'existe pourtant pas de preuves pour qualifier Giulia Tofana de veuve noire. Elle vivait effectivement avec un homme à Naples, mais ce dernier serait mort accidentellement. Elle-même n'a jamais fait usage directement du poison. Elle ne jouait le rôle que du fournisseur, la recette ayant été en grande partie élaborée par sa propre mère. Pour bon nombre de femmes de cette époque, et peut-être bien pour certaines féministes de notre temps, Giulia Tofana est une sorte d'héroïne, certes meurtrière, mais qui œuvre pour le bien de toutes les femmes. En effet, elle leur offrait une solution au mauvais traitement de leur mari. Certains experts pensent par ailleurs que l'Aqua Tofana a pu faire de nombreuses autres victimes qui n'ont peut-être jamais été recensées. On sait que de nombreuses femmes, pauvres ou riches, se procuraient l'Aqua Tofana en plus de leur maquillage. Certaines le gardaient précieusement de côté, au cas où. Jusqu'au jour où le mari prononcera le mot de trop, donnera le coup de trop, ou rentrera trop ivre à la maison. En définitive, l'Aqua Tofana est bien plus qu'un poison. C'est une métaphore qui résonne particulièrement de nos jours avec la libération de la parole des femmes. C'est la métaphore de la peur qui rôde dans certains foyers, celle de la menace ultime des femmes opprimées et maltraitées, celle du moyen de pression pour éduquer les hommes dans leur manière de considérer enfin leurs femmes comme des êtres humains à part entière.